Au large de Djibouti, en pleine mer Rouge, le porte-avions Charles de Gaulle entame son retour à la base de Toulon. Après 3 mois et demi de mer, la mission Agapante 06 s'achève pour les 2000 membres de l'équipage. Fleuron de la Marine nationale, le Charles de Gaulle est un bâtiment de 40 000 tonnes, 260 mètres de long sur 65 de large, le tout propulsé par 2 chaudières nucléaires. Un système unique qui permet à la fois une grande autonomie en opération et une vitesse maximale de 27 nœuds. On a fait une mission donc, pendant 3 mois et demi, essentiellement en océan Indien, avec en gros 3 objectifs principaux. Le premier, c'est d'abord de participer aux opérations de la coalition en Afghanistan, toujours dans la longue traque contre les talibans. Ça, c'est la première partie la plus emblématique. C'est celle qui nous a conduit à voler pendant presque 1 mois sur l'Afghanistan et en soutien donc des forces à terre, et en particulier des forces françaises à terre et des forces spéciales françaises tout particulièrement. Bon, le deuxième aspect, c'est d'entraîner les bateaux, d'entraîner le porte-avions, les avions. Et puis il y a un aspect aussi particulièrement important, c'est d'entretenir les relations internationales, les relations diplomatiques et les relations militaires. Oui, je t'écoute, directeur 5. Attends 5 minutes, je vais te dire. Le pont d'envol, c'est le domaine des chiens jaunes, baptisés ainsi en raison de leur code couleur à bord et de la douceur de leur voix. Ils sont chargés de l'organisation des catapultages et des appontages, avec comme souci premier la sécurité des personnels. Chaque déplacement d'appareil s'effectue sous leur directive et quel que soit le grade que l'on porte sur le pont d'envol, on obéit aux chiens jaunes. Qu'il s'agisse d'une mission de guerre, d'un exercice, d'un entraînement ou d'une démonstration, chaque pontée sera préparée avec la même précision. On peut changer les choses, parce que le 15 est en première. Là. Donc on change, hein 15 en première, tu m'as dit? Ouais, 15 en première de nous. Donc le bateau est organisé effectivement de manière assez pyramidale. C'est-à-dire qu'on a tout ce qui est mis en œuvre du bateau va avoir pour finalité la préparation de la coque pour le catapultage. Il y a en plus l'équivalent du système technique d'une base aérienne. Donc ce sont tous les mécaniciens qui travaillent dans le hangar, les responsables de tests, d'ateliers pour la confection de pièces, qui travaillent donc effectivement dans la finalité des avions. Le hangar aviation, une surface de 4500 m² capable d'accueillir une vingtaine d'appareils. L'entretien et la réparation des avions et des hélicoptères sont réalisés directement dans le hangar. De même que la confection des pièces de rechange. Une vingtaine d'ateliers spécialisés fonctionnent 24 heures sur 24 et permettent de répondre instantanément aux problèmes techniques. Réacteurs, systèmes hydrauliques, batteries, roues, crosses, armements, sièges éjectables, parachutes, radars et radios, tout est testé au départ et au retour de chaque mission. Le hangar sert aussi de gymnase. Corde lisse, tapis de course, rameurs, cours de boxe, le sport continue pendant que les techniciens préparent les avions. À tout moment, que ce soit pour un exercice ou pour une mission, il faut être capable de les catapulter. Et ce, le plus rapidement et dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Ouais, j'écoute. On va chercher 2 SEM. Lorsqu'on se déploie comme ça en océan Indien, on a un groupe aérien qu'on doit entraîner puisque tous les jours ils volent. Donc on essaie à chaque fois qu'on transite au large d'un pays qui possède une armée de l'air ou une aéronavale, on essaie d'organiser l'exercice avec eux. Le simple fait de mettre en œuvre des avions à réaction sur des pistes qui font 200 mètres de long, alors qu'en même temps on transporte des soutes à munitions. Bon, c'est quelque chose de délicat, c'est quelque chose qui demande un entraînement précis. Et donc dès l'entraînement, cette petite tension existe. Et tout est fait pour que justement, au moment où on bascule en opération, eh bien, on le fasse quasiment sans s'en rendre compte. Le SEM 61 et qui viendra de l'avant à descendre. Le Merlin, il pose, il prend un stick. C'est patron d'appareil dans les 2 rafales. Oui, stand-by, stand-by. Oui, c'est parti. Oui, c'est parti.
sur une base aérienne, on fait décoller des avions sur des pistes qui sont de l'ordre de 2 à 3 km. Là, il y a 75 mètres pour qu'ils s'envolent. Donc forcément, il va y avoir des procédures particulières, des risques bien évidemment plus importants. La concentration des personnels de bord est permanente. Qu'il s'agisse d'une opération de guerre, d'un exercice avec un pays allié ou d'un entraînement, il n'y a pas de place pour la routine. Pour toutes les pontées, chaque geste est répété. Chaque procédure est validée, quelle que soit la nature de la mission. Un seul maître mot, sécurité. On a coutume de dire qu'on s'entraîne comme on fait la guerre et qu'on va faire la guerre comme on s'entraîne. Maintenant, je dirais que 90% du travail psychologique et après 100% du travail technique a été fait en amont de par l'entraînement qu'on subit toute l'année. Une fois les avions en place sur le pont d'envol, ce sont les patrons d'appareils reconnaissables à leur tenue marron qui effectuent les dernières vérifications. Garant du bon fonctionnement des appareils et de la sécurité des pilotes, le check-up final leur appartient. Rien n'est laissé au hasard et les protocoles sont respectés à la lettre. À quelques minutes de rejoindre leur cockpit, les pilotes contrôlent une dernière fois leurs avions. Vient ensuite le temps de la préparation mentale. Toute mission, quelle que soit sa nature, requiert une attention et une concentration constante. Oui, on a envie de partir en opération parce que c'est un métier où on s'entraîne énormément. Maintenant, est-ce qu'on est content de partir à la guerre? Non. Je ne crois pas que les pilotes soient contents d'aller larguer des bombes. C'est pas vrai. On préfère revenir avec sa bombe. Je dirais que c'est frustrant puisqu'on s'entraîne toute sa vie pour faire la guerre. Mais en fait, on préférait avoir la paix, quoi. On fera la guerre pour la paix, en fait. Voilà. La guerre telle que l'ont connue nos anciens, où en gros on vient avec des tonnes de bombes qu'on tire sur une vaste zone. Maintenant, ça, c'est complètement dépassé. L'avion de combat n'est pas que là maintenant pour délivrer de l'armement meurtrier. Il peut servir à des tas d'autres choses. La nature des conflits évolue depuis l'effondrement du bloc soviétique. Les missions opérationnelles des pilotes changent donc, elles aussi. Désormais, c'est le renseignement qui prime. Mission de reconnaissance, prise de vue aérienne, mais également soutien des troupes alliées au sol. Les avions de combat français participent activement aux forces de la coalition. Les pontées sont toujours organisées de la même façon. Le premier aéronef à être catapulté, c'est l'Hawkeye. Littéralement, l'œil du faucon. Avion radar de fabrication américaine, cette dernière version incorpore les innovations indispensables à la guerre moderne. À son bord, des systèmes sophistiqués de détection, d'identification et de poursuite de cibles. Et si l'Hawkeye décolle le premier, c'est pour sécuriser la zone dans laquelle les avions de chasse vont évoluer. Avec son radar à grand rayon d'action et son système de communication, il est en mesure de détecter toute présence ennemie. Une fois l'avion de reconnaissance en l'air, tout s'enchaîne très vite, sous le contrôle de la passerelle aviation. L'hélicoptère de secours restant stationnaire à bâbord et les chasseurs prennent place sur la catapulte. Les Rafales sont les premiers à partir. Véritable fleuron de l'aéronautique française, le Rafale combine plusieurs types d'appareils en un seul. Capable de missions d'interception aérienne comme d'attaque au sol, cet avion est actuellement sans équivalent au monde. Il a été conçu dès l'origine pour opérer aussi bien à partir de la terre que du porte-avions. Et pour la première fois, la totalité des Rafales marines, soit 9 appareils, étaient mobilisés pour cette mission au large de l'Afghanistan. Un avion toutes les 2 minutes, c'est le rythme du catapultage. Et pour propulser les avions, de la vapeur d'eau sous pression fournie par les réacteurs nucléaires du porte-avions.
C'est très simple, c'est un moteur à vapeur, 2 rangées de cylindres de 75 mètres de long qui permettent de lancer l'avion avec une vitesse en sortie de catapulte d'environ 130 nœuds, ce qui fait 220 à 230 km/h. Pour schématiser, on fait de l'horlogerie fine avec de la mécanique agricole. Puis, c'est le tour des super-étendards. Avion d'assaut, de reconnaissance et bombardier, le super-étendard constitue depuis près de 30 ans la force de frappe de la chasse embarquée. Contrairement aux avions de dernière génération, il n'est pas catapulté par le train avant, mais par un système d'élingue en acier qui tracte l'appareil. Personnes, ça fait un petit village, donc avec les petites difficultés qu'il peut y avoir de voisinage, de bonne entente, de situation de proximité, puisque le bateau peut naviguer pendant plusieurs mois, comme ça vient d'être le cas avec les gens qui sont un peu les uns sur les autres et pas beaucoup de contact avec l'extérieur. Pendant les vols, la vie à bord continue. Près de 2000 hommes et femmes cohabitent dans un environnement extrêmement bruyant. Pour se déplacer, les coursives qui obligent à la marche dite du canard, baisser la tête en levant les pieds. Et pour passer d'un niveau à l'autre, des échelles presque verticales. Mais tout est organisé pour répondre aux besoins de la vie quotidienne des membres de l'équipage. Être enfermé dans une boîte en fer, oui, c'est pas rigolo. On fait vite le tour, on tourne vite en rond. Donc il faut trouver forcément des loisirs, hein, si je puis dire, la lecture, le sport, enfin surtout le sport en fait. C'est particulier, c'est dur, mais je pense pas plus dur que certaines armes. Et après vous avez le mois de juillet ou le mois d'août encore ? Mois d'août. Mois d'août ? Ouais. C'est un voyage ? 5 semaines. C'est un sport d'équipe. Tous les éléments sont importants, de celui qui prépare le repas à bord, qui répare nos avions, ou encore même la personne qui lave nos combinaisons de vol. C'est un grand orchestre, et s'il y en a un qui joue pas sa partition de manière satisfaisante, la machine va s'enrayer. À bord, un service de blanchisserie performant fonctionne en permanence. Uniforme, tenue de sécurité, combinaison de pilote, effets personnels, tout le linge est traité dans la journée et rendu à leur propriétaire. Les équipes de blanchisserie se relayent constamment afin d'assurer un service continu et de maintenir le niveau d'équipement des militaires. Pour autant, rien n'est rejeté à la mer. Toutes les eaux usées sont recyclées dans l'unité de retraitement des déchets afin d'éviter toute pollution. Le recyclage est la règle sur tout le bâtiment. Les déchets non recyclables seront compactés avant d'être emportés à terre par hélicoptère. Rentrer dans la marine, c'est quelque part d'aller au fond de soi-même, hein, d'aller rechercher des ressources souvent insoupçonnées, aussi bien au point de vue humain qu'au point de vue technique. C'est une diversité énorme de travail, donc je pense qu'il y en a pour tous les goûts et pour toutes les envies. Il y a la place pour tout le monde. On peut très bien rentrer matelot et finir amiral. On a des exemples.
Bien sûr, c'est un bateau comme les autres, sinon c'est un bateau qui est à propulsion nucléaire, donc avec une petite dimension supplémentaire, puisque le commandant est exploitant, comme on dit, de deux petites centrales nucléaires qui servent à sa propulsion. Pour propulser les 40 000 tonnes du porte-avions, 2 chaufferies nucléaires capables de développer une puissance de près de 80 000 chevaux. L'équivalent de 2 centrales nucléaires terrestres. Une puissance phénoménale qui autorise une vitesse de croisière de 27 nœuds et qui permet le catapultage et l'appontage des avions en toute situation. Alors, nous sommes réglés à 40 tours. La VIC est fermée, le bypass VIC est ouvert. Tous les groupes de conduite sont en MCND. La régule du niveau condenseur du TA21 est sur RGT. 50 tours. 50 tours demandés. 50 tours. La propulsion nucléaire procure des avantages décisifs d'un point de vue maritime. Le porte-avions est mobile, autonome, endurant et capable de transporter plus d'équipements que n'importe quel autre bâtiment. L'absence de cheminée et de fumée facilite les activités aéronautiques et diminue la signature infrarouge. Plus furtif, plus rapide, le Charles de Gaulle peut parcourir sans logistique et sans contrainte de ravitaillement plus de 1000 km toutes les 24 heures. La passerelle navigation où se trouve le commandant est en contact constant avec la salle de propulsion nucléaire, un lien indispensable lors des opérations de catapultage et d'appontage des avions. Pendant ces 2 phases délicates, il faut obtenir une vitesse constante du vent sur le pont. Les techniciens de la salle de propulsion vont donc faire varier le rendement des moteurs afin de maintenir les 25 nœuds de vent relatifs nécessaires à la portance des avions. Côté navigation, on fait virer le bateau en fonction de l'orientation du vent. Tout se joue en quelques degrés. Grâce à un système unique de tranquillisation de la plateforme qui compense le gîte et stabilise le roulis, les appontages s'effectuent même par une mer de force 6. Une fois toutes les conditions de vitesse et de vent remplies, les avions peuvent se présenter à l'arrière du bâtiment pour apponter. La concentration est alors maximale. L'appontage est une manœuvre périlleuse, d'autant plus risquée pour des pilotes qui reviennent souvent de longues missions opérationnelles. T'as bien ? Oui. La position des 2 Hawkeye. Vertical, l'autre à 20 nautique, ils se rassemblent et ils descendront sur la après. Reçu. Dispo 1525 kg pour un chariot 25 kg. Reçu. Louis Davia. Percute et tu te présentes. La particularité du théâtre afghan, c'était qu'on opérait très très loin du porte-avions. Les vols étaient très longs, de 5 à 6 heures. Et au bout de 5 à 6 heures, on arrive très fatigué sur le porte-avions. Et pourtant, il faut se concentrer. Il faut se concentrer pendant les quelques secondes qui vont nous permettre de revenir à bord. Et c'est extrêmement difficile. Pour ça, on a des officiers d'appontage qui nous surveillent, qui nous conseillent, évidemment, pour apponter dans les meilleures conditions possibles. Et dans les meilleures conditions, surtout de sécurité. On ne fait pas de différence entre un pilote qui revient d'une mission de guerre et un pilote qui revient d'un entraînement, si ce n'est qu'on est conscient que les missions de guerre telles qu'on les a pratiquées en Afghanistan sont des missions très longues. Donc de 5 heures, et on sait que les pilotes vont être un peu apathiques dans leur avion, un petit peu fatigués. Donc ça, c'est un danger dont on est conscient et on tient compte pour les officiers d'appontage. La partie visible du système d'appontage consiste en 3 câbles d'acier. Les avions qui se présentent doivent s'accrocher à l'un des 3 avec leur crosse rétractable. Au moment de l'accroche, les brins sont capables de stopper en quelques dizaines de mètres des appareils de 10 tonnes lancés à plus de 200 km/h. La décélération se fait au moyen de brins qui sont des câbles qui sont reliés à des poulies qui freinent l'avion. Et la difficulté de l'appontage réside dans la précision de l'impact sur le pont pour que la crosse accroche un brin et donc que l'avion soit freiné et s'arrête en toute sécurité. Tu as bien ? Oui. Les Hawkeye en sont où ? La position est là,
revenir sur une petite coquille de noix qui fait quand même 300 mètres de long, mais pour nous, c'est une coquille de noix. Quelquefois, au moment de l'appontage, la crosse n'accroche aucun des 3 brins. Les pilotes effectuent ce qu'on appelle dans leur jargon des bolteurs. Il faut alors remettre les gaz et se représenter à l'arrière du porte-avions. Ça progresse. Non, mais il y a des jours comme ça, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Premiers à être catapultés, les avions radars sont les derniers à apponter. Une fois sur le pont d'envol, les appareils sont transférés dans le hangar aviation par les 2 ascenseurs latéraux, capables chacun de soulever 36 tonnes. Sur le pont d'envol, la vie de l'équipage continue. On s'affaire dans les coursifs pour prendre son quart et les responsables de la cambuse gèrent les stocks pour les repas. En mission, avec 120 tonnes de vivres, le porte-avions peut maintenir son autonomie alimentaire pendant 45 jours. Des produits frais sont achetés au cours des escales, mais tout est organisé pour une autarcie complète. Pour la logistique alimentaire, 2 cuisines préparent près de 4000 repas par jour. Et que l'on soit officier supérieur ou simple matelot, ce sont les mêmes ingrédients pour tout le monde. Seule la façon de les préparer change. Il y a le moral des troupes, effectivement, ça passe, alors ça c'est un petit peu à tous les échelons, hein, même les plus anciens, ça passe par des moments de blues où on en a marre, on a envie, on a besoin de réconfort, on a des moments de doute, on a besoin de parler avec quelqu'un d'autre finalement que quelqu'un qu'on croise toute la journée. L'étroitesse du bâtiment ne facilite pas l'isolement et le repli sur soi. La nuit, la sécurité impose la couleur rouge pour toutes les coursives. Pour l'équipage qui n'est pas de veille, il reste comme lieu de distraction la cafétéria et les carrés réservés en fonction des grades. Dès l'aube, les techniciens des installations aviation essayent tous leurs équipements. Lampes de signalisation, déflecteurs de sécurité et catapultes sont systématiquement testés avant chaque pontée. Pour chacune des buses en acier chargées de tracter les avions et de les propulser en 75 mètres à plus de 275 km/h, c'est également un tour de chauffe. Les techniciens répètent les procédures de remplacement des buses afin d'anticiper le moindre problème technique. Une seule obsession, toujours la même, la sécurité des personnels et du matériel. Sinon, c'est sauf pour le cross-turn. Ouais. Là, c'est au-dessous. Au cross-turn, dans tous les cas, c'est... Non, mais en HA. En HA, c'est au-dessous. Pendant ce temps, commence le briefing des pilotes. Environ 3 heures avant le premier catapultage, les pilotes de l'aéronaval prennent connaissance de l'exercice à effectuer. Données météo, coordonnées géographiques, rien n'est laissé au hasard et aucune mission ne ressemble à la précédente. Règle de base, jamais de routine. Chaque mission a un petit peu ses particularités, ses ingrédients qui vont nourrir le vol et finalement l'agrémenter de choses qui font que c'est un petit peu différent de la veille. Avant la mission, chaque pilote sacrifie à son petit rituel. Il leur faut emmagasiner une multitude d'informations et mémoriser de nombreux paramètres. C'est une étape millimétrée.
Et quelle que soit la nature du vol du jour, il n'y a pas de place pour l'à peu près. Le hack dans 30 secondes. Et pas de spare. Hein. 5, 4, 3, 2, 1. Hack. 9-15 local. La mission, man à 4 avions. Situation géographique, on est au milieu de la mer. Et dans notre zone, le Cassard fait du tir coordonné. Voilà. Les consignes commandants nous imposent un chicken normal, 2x4 couronne 54. Bravo à 10h30, Charlie à 11h45 et la poursuite à 11h25 locale. Notre mission était d'être sur zone et le cas échéant de délivrer de l'armement à des troupes alliées qui en auraient besoin pour se sortir d'un mauvais pas, pour les aider eux-mêmes à remplir leur mission. Le show force, c'est l'étape supplémentaire où nous descendons beaucoup plus bas, nous montrons bien davantage en étant imprévisibles, c'est-à-dire qu'on peut venir de toutes les directions à n'importe quel moment, pour montrer vraiment à nos ennemis, et attention, on est vraiment là et on est en gros paré au tir. On entend des gens qui se font réellement tirer dessus au sol, des tirs talibans là, dans ce cas-là. Forcément, au niveau maturité, on se rend compte que c'est plus de l'entraînement là, hein. Donc qu'il faut être au meilleur de ce qu'on peut donner. Ce qu'on va effectuer, c'est un rassemblement type PA dans le 360 20 nautiques à 500 pieds. Le premier à se préparer avant tout mouvement d'appareil, c'est le plongeur de l'hélicoptère de secours. Nom de code, Pedro. L'hélicoptère et son plongeur de secours vont rester en stationnaire sur bâbord pendant toute la durée des catapultages et des appontages des avions, au cas où. Pedro, c'est un hélicoptère qui est toujours le premier en vol et le dernier posé. Il se met en l'air à chaque fois qu'un réacteur va être catapulté ou apponté pour être prêt, puisqu'ils ont à bord un plongeur, pour être prêt à récupérer l'équipage donc d'un Hawkeye ou juste un pilote d'avion en cas d'éjection, puisque ce sont des phases assez délicates. Des phases tellement délicates que parfois, c'est l'accident. Le catapultage, on est complètement passif. On subit en fait l'accélération. Et seulement à l'issue, eh bien, on reprend les commandes une fois que l'avion a décollé. Si le pilote reprend l'avion un peu trop tôt, eh bien, on risque d'avoir une montée en incidence. Et donc, là, au bout d'un moment, l'avion n'a plus assez de vitesse pour voler. Et là, c'est la catastrophe. Ce type d'accident ne s'est produit qu'une seule fois à bord. Un pilote étranger n'a pas respecté la procédure de catapultage. Il a repris trop tôt les manettes de son appareil au lieu de rester complètement passif. En quelques secondes seulement après son éjection, l'hélicoptère Pedro et son plongeur se sont portés au secours du pilote, qui en sortira indemne. À ce jour, aucun pilote français de l'aéronaval n'a commis cette erreur.
il ne faut pas voir que le côté que plaisant, avion, etc. du métier. C'est aussi beaucoup de responsabilités, c'est aussi beaucoup de contraintes, beaucoup de sacrifices. Et il faut avoir pensé aussi tout ça en avance de phase. Ça évite qu'on aille de désillusion en désillusion une fois qu'on est lancé dedans, que déjà l'État a investi dans la formation d'un pilote pour finalement entendre après coup bien non, je me sens pas du tout fait pour ça, quoi. Ça, c'est la pire des choses qu'on peut être amené à entendre, et pour ceux qui l'ont formé, parce que c'est beaucoup d'énergie aussi pour nous, et même pour l'individu lui-même, parce que finalement c'était de la perte de temps, et puis après c'est un échec. À bord, tout est mis en œuvre pour que les avions puissent être catapultés. Mais le porte-avions est avant tout un bâtiment maritime qu'il faut manœuvrer. Et sur le parcours du navire, il y a une étape délicate. Celle du passage du canal de Suez. Mouillage obligatoire pour attendre son tour, il faut jeter l'ancre. Serre le frein. Desserre le frein. L'opération est des plus sensibles. Le timonier en chef, surnommé le Bosco, dirige son équipe pour la manœuvre. Chacun des maillons pèse 100 kg. Au total, c'est 40 tonnes de chaîne qui vont stabiliser le porte-avions. Et le Bosco n'obéit qu'à un seul homme, le Pacha. C'est en effet le commandant du bateau qui, depuis la passerelle navigation, donne les instructions du mouillage. À chaque passage du canal, la tradition de la Marine nationale, c'est d'organiser les 6 heures de Suez. À l'aller comme au retour, une course relais pendant toute la durée de la traversée. Les équipes sont constituées, l'ensemble de l'équipage peut alors profiter du pont d'envol. C'est l'une des rares journées de la mission où le pont est libre. C'est surtout l'une des rares journées où tous ceux qui vivent constamment dans la coque peuvent prendre l'air. Au niveau militaire, c'est sûr qu'on est en situation un peu de vulnérabilité quand on est très près de terre. Et là, on s'en remet essentiellement dans le gouvernement égyptien qui nous donne les meilleures garanties possibles pour assurer la sécurité du transit du bateau à l'intérieur du canal, parce qu'il est évident qu'on ne va pas catapulter des avions de chasse en plein milieu du canal. Mais vous avez peut-être vu que le dispositif militaire égyptien était conséquent. Et pour ce qui concerne la France, on s'en remet entièrement aux Égyptiens dans ce domaine-là. Le passage de Suez est certainement l'étape la plus délicate du parcours. Sur Terre, des sentinelles égyptiennes sont postées tous les 150 mètres. Sur l'eau, l'escorte du porte-avions. Une frégate anglaise, une frégate française, un pétrolier ravitailleur et sous l'eau, en amont, un sous-marin nucléaire. Le Charles de Gaulle ne sort jamais seul en opération. C'est une task force internationale qui se déplace, protégée par les navettes rapides des autorités égyptiennes pendant toute la traversée du canal. Aucun catapultage possible, une vitesse maximale de 10 nœuds, une escorte maritime pour seule protection. Le porte-avions est particulièrement vulnérable lors du passage de Suez. L'apparente décontraction d'une partie de l'équipage tranche avec l'extrême concentration de la passerelle de navigation. Et au poste de combat, des hommes parés à toute éventualité. À l'horizon, le bout du canal, la fin de la mer Rouge, l'entrée dans la Méditerranée.
la guerre moderne, c'est le renseignement. À bord du Charles de Gaulle, les 2 Hawkeye de fabrication américaine ont pour mission de balayer avec leur radar surpuissant la zone d'action des avions de chasse avant et pendant leur mission. Dans la carlingue étroite des appareils, des techniciens recueillent, analysent puis transmettent les informations nécessaires à la planification des opérations. Toutes ces données permettent aux pilotes des chasseurs de mener au mieux la tâche qui leur est confiée. Au sein de l'îlot du porte-avions, c'est dans le centre opérationnel que l'ensemble des informations est centralisé, stocké et décortiqué. Alors actuellement, il fait route à 18 h. On prend en compte toutes les menaces, ça va être aussi bien une menace aérienne, de système d'armes solaires, aussi bien fixe que portable, comme ça va être la menace aussi mine, tout ce qui est terre, puisque là, si on imagine un pilote qui a un problème moteur ou n'importe quoi, qui doit s'éjecter, on va lui conseiller, si c'est le cas, de ne pas s'éjecter dans une zone où il y a des mines, où il y a des troupes ennemies. Pendant que les missions continuent pour la force aéronavale, la vie dans la coque suit son cours. À quelques jours de l'arrivée à Toulon, il est grand temps de poster une missive à ses proches ou à quelques philatélistes avertis. Pour chaque mission, la Poste confectionne des tampons spéciaux particulièrement prisés des collectionneurs. Ainsi, à chaque escale, des sacs entiers d'enveloppes à timbrer arrivent à bord. Mais la simple lettre ne remplit plus son rôle de contact avec la Terre. Maintenant, les moyens de communication sont relativement développés à bord. C'est à double tranchant parce que c'est réconfortant de pouvoir téléphoner plus souvent, plus rapidement, de pouvoir s'écrire par Internet. Mais c'est aussi le moyen que les gens ont pour apprendre des mauvaises nouvelles. L'éloignement fait que un certain nombre de choses deviennent parfois exacerbées. Lorsque vous êtes chez vous, que votre gosse a une grippe, il y a une grippe. Lorsque vous êtes à 5000 km, la grippe, je dis souvent, devient une pneumopathie à liaison pleuroparenchymenteuse évolutive apparente. Voilà, ça devient un truc énorme parce qu'on est loin, parce qu'on n'a pas le contact. L'attitude de marin, c'est qu'on a un mal fou à l'extérieur à dire ce que l'on vit. Moi, j'ai souvent entendu de mes amis, de ma famille, me dire « Tu racontes pas ce que tu vis dans le bateau ». C'est vrai, on racontera les escales parce que découvrir un pays est toujours exceptionnel, mais ce que l'on vit dans le bateau, on en parle très peu. Pour les Bleus à l'âme, l'aumônier du bord accueille tout le monde, quelle que soit la confession. Pour les Bleus au corps, un véritable hôpital avec 2 blocs opératoires, une salle de déchocage, 16 lits et un cabinet dentaire. Pour les pilotes, un médecin et une kinésithérapeute, spécialisés dans les pathologies du vol. L'hôpital du porte-avions prend en charge également tous les blessés des autres bâtiments qui composent la force navale. Il y a une vie permanente sur ce bateau, ce qui fait qu'il y a toujours en permanence des risques. Et je dirais la plus grande satisfaction, c'est qu'on arrive en fin de mission, sans avoir de sinistre à déplorer ou sans avoir de blessés graves à déplorer. À bord du porte-avions, la police est assurée par les fusiliers marins. Commandos de choc capables de remplir des missions opérationnelles, leur entraînement est permanent. Un objectif premier, la sécurité. Si les gens sombrent dans la routine, ils ne font plus forcément attention à ce qu'ils font et ça les conduit inévitablement, par inattention, à prendre des risques. Et il y a eu des cas malheureux il y a 20 ans ou il y a 25 ans de gens qui ont été happés par des hélices d'avion sur le pont ou par des réacteurs parce qu'effectivement, la routine s'installant, ils ne faisaient plus attention, ils n'étaient pas dans la situation d'éveil qu'on essaie d'entretenir en permanence chez eux. Alors qu'une équipe de fusiliers marins embarque à bord d'un hélicoptère de la Royal Navy pour un exercice de corde lisse sur la frégate anglaise, une autre organise une séance d'entraînement au tir. Dans la marine, personne ne se contente d'une seule fonction. On est pilote, timonier, mécanicien, cuisinier, pompier ou officier de renseignement, mais on demeure avant tout un militaire. Il faut donc savoir manier les armes à feu et être paré à toute éventualité en cas d'appel au combat. Les ascenseurs latéraux du hangar aviation se transforment alors en véritable champ de tir afin de maintenir à niveau l'ensemble des marins de l'équipage.
Machine avant 80. De nuit, les changements se voient beaucoup plus tardivement. Et on a un petit peu l'impression de se jeter dans le noir sur le pont, alors que de jour, on a peut-être une fausse impression de maîtriser un peu plus. De nuit, on ne voit que trois petites lumières qui arrivent donc dans l'axe du bateau, c'est tout. Par nuit noire, vraiment noire, quand il n'y a pas de lune, pas d'étoiles, qu'il n'y a pas d'horizon, là c'est vraiment très très dur. En nocturne, les pilotes s'en remettent complètement aux officiers d'appontage. Eux seuls peuvent ordonner la remise des gaz s'ils jugent que l'avion est mal présenté. Dans le hangar, toutes les équipes sont mobilisées. Il ne reste qu'une nuit avant le dernier catapultage de l'ensemble des aéronefs du bord. Tous les appareils doivent être parés à décoller au petit matin pour rejoindre leur base. Alerte bombardier sur tribord. Alerte bombardier sur tribord. Le personnel se replie sur bâbord. Gants, cagoule, lunettes à poste. Et on se bouge rapidement. Allez, chacun repère sa position, un point fixe pour la posture de sauvegarde. Il va y avoir 5, 4, 3, 2, 1. En faisant des exercices, je dirais, différenciés sur des thèmes différents, en provoquant des scénarios différents pour amener les gens à réfléchir et à changer leur façon de travail pour s'adapter. Le sinistre est jamais le même. Il faut que les gens apprennent, je dirais, à réagir en fonction de l'évolution d'un sinistre. Il ne faut pas rester dans un modèle stéréotypé. Et bien, essayer de changer au maximum de modèles et pousser les gens, je dirais, à avoir ce sens critique pour pouvoir en permanence s'adapter aux événements. Le commandant est en train de reprendre doucement conscience. Par ailleurs, on a préparé l'échelle de pilote pour les mouvements de personnel à l'extérieur. Enfin, est-ce qu'on peut faire un point sur les capacités opérationnelles entravant la mise en œuvre de la pontée de midi? À quelques heures de l'arrivée à Toulon, l'entraînement continue. 16 roquettes viennent d'atteindre le porte-avions en 4 endroits différents. Les difficultés vont crescendo. Communication rompue entre les ponts, début d'incendie, commandant blessé. Oui. Éteint, reçu, très bien. Et on continue l'évacuation des fumées par les... Reçu. L'objectif prioritaire en cas d'attaque, c'est de pouvoir répondre et de défendre le porte-avions. Tout est donc mis en œuvre pour catapulter le plus rapidement possible les avions de combat. Les techniciens du pont d'envol, protégés par les pompiers, redoublent de rapidité pour désarrimer l'hélicoptère Pedro. Puis, ils placent les avions sur les catapultes. Au niveau de la propulsion,
On a une propulsion qui nous permet de pouvoir catapulter, sachant qu'on est toujours limité au niveau d'une réfrigération de palier, mais avant 120 tours sur une ligne d'arbre, et l'autre, sur bâbord, on peut aller à 160 tours. Donc c'est une vitesse du bâtiment de 20 à 21 nœuds. Donc pour le catapultage, on peut catapulter tout l'aéronef en toutes conditions. Le vent 9 nœuds maintenant. 9 nœuds. Pour être capable de faire des opérations dans de bonnes conditions, ça demande un énorme effort et permanent d'investissement. Il faut régulièrement s'entraîner à lutter contre des incendies, contre des avaries de combat, et que c'est ça qui fait que le bateau est apte à conduire des opérations. Dernière cueillette avant le départ des avions. Les techniciens du pont d'envol forment une ligne et inspectent chaque centimètre de la piste. Un morceau de bois ou un éclat de métal dans un réacteur, et c'est la catastrophe. Dans la coque, on s'affaire aussi. Nettoyage, comme tous les jours. Mais aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier. Toulon n'est plus très loin. On a célébré la fin de mission et les avions quittent le navire. Tout le monde est prêt pour la prochaine mission. Ce qu'on a planifié, on l'a fait. Je dirais même qu'on en a fait plus, puisqu'il y a des exercices qu'on a fait en plus. Il y a même en opération, on a augmenté notre effort parce que les troupes au sol demandaient un effort supplémentaire. Et je veux dire, tout le monde a travaillé dans le même sens, et c'est ça qui est fabuleux dans une force navale, et je veux dire même au sein du porte-avions, c'est que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a 2000 personnes qui travaillent pour une chose, c'est mettre les avions en l'air. C'est un chef-d'œuvre technologique, parce que concilier une centrale nucléaire, un aéroport et la vie de 1800 personnes, le tout en 275 mètres, c'est pas donné à n'importe quel pays d'avoir un bateau comme ça. C'est une mission que moi je considère comme réussie, parce que mon premier devoir comme commandant de bateau, c'est de revenir avec un bateau, avec tous mes avions et avec mon équipage en bonne santé, fatigué mais en bonne santé. Et j'ai l'impression que les objectifs qu'on s'était fixés, tout particulièrement dans le domaine des relations internationales, ils ont été atteints, et qu'en particulier on entretient les meilleures relations avec des pays comme l'Inde, qui sont vraiment appelés à jouer un rôle déterminant à l'avenir dans cette région du monde. J'ai été étonné de la qualité des gens que j'ai rencontrés. Vraiment, sans flagornerie, je suis tombé sur des gens qui sont volontaires, dévoués, qui ne comptent pas leurs heures, qui sont professionnels, qui, comme tout le monde, ont leurs faiblesses et leurs fragilités. Qui ne les a pas? Qui n'en a pas? Mais, je le dis souvent et vraiment avec cœur, je suis fier d'être marin et fier d'être marin dans la Marine nationale et fier de la Marine nationale.